Donc, comprendre qu'une détérioration de la mobilité conduit à une mauvaise santé au niveau du neurone. Démontrer l'importance de la nutrition dans la gestion de l'inflammation. Andréane s'y connaît pas mal là-dedans. Puis saisir comment chiropraticien et nutritionniste peuvent collaborer ensemble à son contrôle et à sa prévention. Donc, si on parle de chiropratique en particulier, nous autres, en chiropratique, notre vision, ce qui était vraiment important pour le chiropratique, c'est la santé du système nerveux. Alors, on cherche par toutes nos interventions à optimiser la communication, le système nerveux. Puis, comme on dit, comme préoccupation d'améliorer la communication entre le corps et ses parties. C'est vraiment, comme on dit, votre réseau électrique, là, le système nerveux, puis il contrôle beaucoup de choses dans le corps. Donc, pour un chiropraticien, c'est super important qu'il soit en santé. Effectivement, ça ne fonctionne pas si je le fais. Ah oui, ça fonctionne dans les cabines. C'est bon. Oui. Donc, de notre côté, en nutrition, la nutritionniste, ce que ça fait, c'est pas tout simplement un professionnel de la santé qu'on rencontre pour de la gestion de poids. Donc, à travers le réseau, on apprend aussi à peut-être défaire certains mythes autour de plusieurs professions. Fabie disait qu'on apprenait à se connaître. Donc, ce que la nutritionniste vise finalement, c'est d'optimiser la santé globale de son client via un réaménagement de ses habitudes alimentaires. D'optimiser le fonctionnement des cellules, puisque rappelez-vous une chose, nous sommes faits de ce que l'on mange. Donc, chacun des nutriments que l'on met dans notre corps, finalement, a un impact sur le fonctionnement de chacune des cellules du corps. On veut fournir plus d'énergie pour justement que chacun des mécanismes cellulaires fonctionne à merveille. Et finalement, on va agir un petit peu plus précisément dans la prévention et le traitement de certaines pathologies en changeant, en faisant la modification des habitudes de vie et des habitudes alimentaires précisément. Donc, si on revient au système nerveux, le système nerveux, il a besoin de quoi pour bien fonctionner? De l'énergie, la nourriture, glucose, l'oxygène, bien oxygéné, bonne santé cardiovasculaire, et puis de stimulation. Pour ma partie que je vais parler dans la conférence, je vais m'attarder plus à ce qu'on appelle la stimulation du système nerveux. Pour le reste, Andréane vous parlera de l'oxygénation, l'énergie, de l'alimentation. En quantité adéquate, évidemment, c'est ce qu'on avait oublié de mentionner dans la slide. OK. Donc, si on regarde au niveau de... Imaginez-vous que c'est une cellule, un neurone en particulier. OK? À quel point ce qui se passe au niveau de la cellule quand il y a absence de stimulation ou réduction de stimulation. OK? Première affaire qui arrive, que quand on a absence de stimulation au niveau du nerf, absence de stimulation au niveau du noyau, de réplication cellulaire, de réplication de l'ADN, etc. Donc, diminution de la synthèse des protéines qui amène à une diminution de la synthèse des neurotransmetteurs puis qui amène aussi une détérioration de la membrane cellulaire. Ce qui fait qu'en bout de ligne, on se ramasse avec une cellule qui n'est pas fonctionnelle en termes de, au niveau des canaux ioniques et la pompe à sodium et en même temps au niveau de la mitochondrie. La mitochondrie étant comme l'usine qui produit l'énergie dans la cellule. Ici, les canaux ioniques sont importants pour maintenir la concentration, le gradient chimique, pour justement favoriser la dépolarisation ou la repolarisation. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que les protéines sont nécessaires beaucoup à la cellule pour garder la structure tridimensionnelle aussi au niveau de la cellule. S'il y a absence de synthèse des protéines, absence de stimulation, ça modifie la membrane cellulaire. En fait, la membrane cellulaire devient comme usée et elle devient moins fonctionnelle. La pompe à sodium, ça met moins à potassium-sodium, mais à moins bien fonctionner. Et puis, en même temps, au niveau de ça perturbe la charge électrique de la cellule. Okay? Et évidemment, au niveau des neurotransmetteurs. Donc, ce que ça fait, quand on a une absence de stimulation, si on prend un exemple d'une blessure, dans une blessure, souvent, il y a une limitation de mouvement associée. Et puis, à chaque articulation est toujours associée, comme on dit, des nerfs
qui sont responsables de la proprioception ou du mouvement, etc. Donc, s'il y a absence de mouvement ou réduction, il y a diminution aussi des informations afférentes. Et puis à ce moment-là, on se retrouve avec une capacité d'analyse qui est biaisée. OK? En fait, on se ramasse avec une mauvaise intégration, une mauvaise exécution motrice et une amplification de la blessure initiale. C'est comme si ce qu'on perçoit par rapport à la réalité, c'était décalé. Donc, on exécute toujours en fonction de ce qu'on perçoit. Donc, si vous percevez que vous êtes dans un escalier alors que vous êtes sur un plancher glissant, vous ne générerez pas la même contraction musculaire ou la même approche pour bouger. Donc, c'est ça qui se passe avec une absence de mouvement. Il y a une diminution des informations afférentes qui vient tout comme modifier le système et créer, comme on dit, une mauvaise intégration motrice, mauvaise exécution motrice et amplification de la blessure initiale. Évidemment, les exemples, capsulite, fasciite plantaire, ce sont tous des fractures à la hanche. Tous des exemples que la capsulite, évidemment, va modifier non seulement au niveau de l'épaule, mais à la démarche. Quand vous marchez, bien, les épaules, il y a comme donc, si quelqu'un qui a une capsulite n'aura pas le même équilibre en marchant. Fasciite plantaire, bien, quand vos récepteurs sont inflammés en dessous du pied, bien, c'est pas une bonne nouvelle quand on marche. C'est toujours mes patients, vos yeux au sol, c'est vos pieds. Donc, si vous ne voyez pas au sol, ça commence à être dangereux.